Bienvenue dans CSAP TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Cassio-Ory pour le livre La police m'a tué, des éditions L'Encre Rouge. Bonjour Laurent, comment ça va? Très bien, je suis très heureux d'être ici. Bon, c'est super, nous aussi on est vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle idée tu as eue d'écrire ce bouquin aussi fort. C'est une sale histoire qui m'a profondément choqué, ému quelquefois. Et puis, c'est sur une idée de ma femme. Et les circonstances qui ont fait que j'ai écrit ce livre. Voilà, et puis donc ça vient d'une blessure qui s'est produite en 2015, poursuivant ma carrière de flic. Je bossais, je dirigeais des équipes, des groupes, des brigades. J'étais en même temps en deuxième casquette coordonnateur judiciaire plutôt de la zone de sécurité prioritaire, le bébé à Vals. Je précise qu'avant, j'ai travaillé pour le GIR de Sarko, donc pas d'étiquette politique, mais je n'ai pas vu arriver une telle vague de méchanceté, de bêtises, de lâcheté, de couardise, enfin pour résumer, d'incompétence, ou même de conneries, de la part d'une hiérarchie qui a vu en moi une espèce de paria, tout simplement par jalousie. J'ai dû prendre la place de certains sans m'en rendre compte, en exécutant les instructions de l'ancien directeur, tout simplement, avec ses deux casquettes. Et au départ de ce dernier, je me suis vu... j'ai vu arriver donc une espèce de mouvement voulant m'abattre à tout prix. Alors ils ont ça comment là, t'as senti comment à mon retour de vacances donc à l'été 2014 en début septembre, tout d'un coup les clés des véhicules et les appareils radio avaient disparu de mon bureau. Les gens devaient passer par mon bureau pour emprunter des véhicules ou des radios. Puis bon, ça s'est poursuivi avec une femme du parquet qui est venue quasiment me reprocher des choses complètement ineptes et absurdes. Et puis ensuite, un commissaire de police sur les instructions d'un directeur adjoint qui a cherché à tout prix à trouver des fautes que j'aurais pu commettre. On consultait les dossiers, on va voir mes collaborateurs, on va voir mes anciens collaborateurs, on téléphone à Pierre-Paul Jacques pour savoir si dans telle opération je me suis bien comporté, pourquoi, mais pourquoi il y a eu tel problème, c'est lui, non, c'est pas lui, mince. Donc, t'avais pas envoyé de lettre recommandée pour un changement de poste? Alors ça, non. On sentait bien que... Alors ça s'est fait petit à petit, et puis progressivement, assez rapidement, en l'absence de la nouvelle directrice, qui devait remplacer l'ancien directeur de 3-4 mois plus tard. En tout cas, les lecteurs verront à la lecture du livre que cette police subit des réformes constamment, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. C'est horrible, c'est affreux. On prend des anciens noms, des nouveaux acronymes, on refait ce qu'il y avait avant. Bref, c'est une schizophrénie permanente. Donc à l'arrivée de la nouvelle directrice, elle a commencé à réfléchir en obéissant aux instructions de Paris, à une nouvelle réforme des services. Donc je savais que notre unité que j'ai dirigée allait être dissoute, ainsi que la ZSP. Normalement, il est relativement élégant quand on a fait son travail, voire même plus, de vous proposer d'autres postes à la tête des unités qui vont se profiler dans la future réforme. Je ne serai pas du tout convoqué, je serai complètement ignoré, je serai mis de côté constamment jusqu'en l'été 2015, où la mise en place d'une nouvelle réforme verra l'attribution d'unités complètement inepte, caricaturale, qu'elle est à la tête d'une unité administrative. Moi, le bébé judiciaire, élevé aux enquêtes depuis 30 ans. Tu l'as pris comment, psychologiquement? Je pensais pas qu'ils allaient oser à ce point-là. Donc ça voulait dire barrez-vous. Moi, on m'a jamais rien signifié. On n'est jamais venu me voir. On m'a jamais rien reproché, jamais rien demandé. Alors on pouvait rien me reprocher.
Alors, bien sûr, il y a toujours des petites choses à se faire reprocher dans ce boulot-là, hein, c'est évident. Quand on fait des affaires, quand on fait des enquêtes, quand on dirige des brigades, et plus particulièrement une, parce que j'étais relativement impliqué dans l'une, il faut avoir du caractère. Donc j'ai subi cette vague de bêtises crasses d'individus qui ne me sont jamais venus me reprocher quoi que ce soit, puisqu'ils n'avaient rien à me reprocher. Et puis, ils ne pouvaient pas me dire, bon, on est jaloux. Hein, non, c'est évident. Donc, on m'a signifié, en gros, qu'il fallait que je parte. Mais dans cette boîte, dans cette administration, et j'en parle dans mon bouquin, oui, vous partez évoquer. Mais où? Où? 53 ans à l'époque. Qu'est-ce que je vais atterrir où? Qui va vouloir de moi? Quand vous arrivez dans un service, vous faites vous bousculez quelqu'un, hein, forcément, vous prenez sa place ou la place de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas été muté. Donc, je suis obligé de rester dans un service où on me hait, où on m'a placardisé, et à 4 ans de la retraite. Donc, tout ça, ça a conduit à ce fameux rendez-vous que j'explique dans le livre, du mois de juin 2015. J'arrache quand même un rendez-vous à la nouvelle directrice, qui daigne me recevoir en compagnie du directeur adjoint, qui j'avais appris tout au long des mois écoulés que c'était mon pire ennemi. Quelqu'un qui... très fort avec elle. Hein. Ouais, extraordinaire, exceptionnel, à montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas dire, d'une absurdité. Enfin, je veux dire, on était dans l'incohérence la plus totale. Est-ce qu'elle savait à qui elle avait affaire en face d'elle ou pas? Je pensais qu'elle s'était renseignée. Non. Et alors, ils étaient un peu transit peur. Hein. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont strictement rien dit. Ils m'ont pas dit non, vous allez être à l'unité de police administrative pour telle et telle raison. On aurait pu discuter. J'aurais pu dire, mais attendez, pour quelle raison? Elle m'a fait comprendre que 53 ans, donc à 4 ans de la retraite, hein, minimum. Hein. Donc aujourd'hui, mise à pied? Je suis mise à pied, oui. Depuis quelques jours seulement. D'accord. Mais j'y reviendrai. Elle m'a indiqué que la retraite, c'était bien. Que j'aurais du temps pour m'occuper de mes petites filles, mes petits-enfants, que je pourrais passer du temps avec eux. Donc, je les remerciais. Je dis, il n'y a pas de souci, je passe beaucoup de temps avec eux. Alors, j'explique dans le livre, c'est ahurissant de tenir des propos comme ça, puis surtout sans m'avoir dit le moindre élément probant, responsable, de la part d'une directrice qui est quand même haut placée. Elle dirige toute la région sud-ouest de la police. Et je n'ai jamais eu de problème avec tous les autres commissaires depuis 30 ans. J'ai eu toujours la confiance des directeurs précédents. Non, elle ne s'est pas renseignée. Elle a cru que j'allais me laisser faire, que ça allait bien se passer, que j'étais un gentil toutou, bientôt à la retraite, le pauvre petit toutou. C'est incroyable de dire des choses pareilles. Mais surtout que je le suis encore, plein d'énergie d'ailleurs. Je le prouve pour la défense de mon livre hein, et pour la diffusion. D'ailleurs, j'ai mené le combat de ce livre. Je le mène comme j'ai monté tous les dossiers judiciaires de ma vie. Je ne lâche rien. Pour le bénéfice des gens qui ont déposé plainte, pour les gens qui sont victimes, voilà. Et qui peuvent compter sur des gens un peu comme nous. T'aurais pu finir exactement comme on entend à la télé tout le temps, les flics qui se suicident à cause des problèmes internes. Alors c'est le deuxième aspect, c'est tout à fait. Ça a été dur, hein. Je fais pas le mariole, hein. Je suis solide. J'ai bénéficié de l'appui de mon épouse, hein, même si ça a été difficile avec elle quelquefois. Pourquoi être passé par ce genre de procédés malsains, démoniaques, tortueux, et ça a été... mais j'ai pas tout raconté dans le livre. J'aurais fatigué le lecteur. Ouais, j'aurais pu faire, puisque je ruisselle après, sur l'ensemble des problématiques que nous rencontrons dans l'investigation. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et dans la police en général, j'aurais pu faire 800 pages. Justement, cet éditeur que tu as trouvé, tu l'as trouvé comment? Comment ça s'est passé? Oh, c'est un long combat, hein, parce que quand vous n'êtes pas connu et que... moi, je ne connaissais pas la valeur de mon bouquin. Hein, je ne sais pas si c'était bien écrit ou pas. Hein, d'ailleurs, je ne le sais toujours pas. Hein. Et puis, je suis tombé sur ce monsieur Israël, en édition Encre Rouge, qui a eu la gentillesse de m'éditer gratuitement. Et grâce à lui, on a sorti ce bouquin. Tu connaissais les conséquences? Tu avais parlé avant avec ta famille? Oui. Je sais, je connais un petit peu la boîte, je sais exactement. Là, puis j'ai l'habitude un peu de. Enfin,
Ça fait orgueilleux de dire ça, mais enfin, j'ai un petit peu l'habitude d'évaluer mes adversaires. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, je sais à qui j'ai affaire. Je savais jusqu'où ils iraient. J'ai été surpris par l'enquête IGPN parce que à un moment donné, j'ai déposé plainte pour harcèlement à l'IGPN. L'IGPN Bordeaux était minable. Ils ont rendu un rapport de synthèse suite à la petite enquête qu'ils ont faite. L'audition de mes collègues qui ont confirmé. L'audition des patrons, qui a été les auditions des patrons ont été mais d'une complaisance inouïe. Si j'avais interrogé les voyous, les gens supposés auteurs, comme ils ont interrogé les communes, mais j'aurais jamais sorti une affaire de ma vie. Des questions générales ont amené des réponses générales. Toutefois, il y a quand même des réponses très importantes dans les auditions que je tairai, mais qui ont prouvé que, bon, c'est pas les plus loin. Non, il n'y a rien. Au revoir, merci. Alors, je raconte un épisode aussi où j'ai appris l'existence de la direction des ressources humaines de la direction centrale de la sécurité publique. C'est la plus grosse direction de la police. Bon, qui emploie les 80 000 fonctionnaires sur 120 000. 80 000. Je ne savais pas qu'ils existaient. J'ai 35 ans de police, je ne savais pas qu'ils existaient. Je te le jure. Je ne savais pas qu'ils existaient. Bon, ça a été un sketch. J'ai cru qu'ils allaient trouver une solution. Je n'étais pas en forme ce jour-là. C'était au bout de 2 ans. J'en avais marre. J'ai dit, mais je ne comprenais pas pourquoi ils intervenaient. Et on a un management mais qui est hors du temps. Le management dans la police nationale est une catastrophe. Et il va aller en s'empirant. Sur le plan judiciaire, comme sur le plan moral vis-à-vis des fonctionnaires dont ils ont la charge, dont cette administration a la charge. Pourquoi il y a autant de suicides? Parce bien sûr qu'il y a des problèmes personnels. Un suicide n'intervient jamais pour un simple problème de boulot. Moi, je n'ai jamais pensé au suicide. Mais des fois, quand vous avez 2 téléphones professionnels, que vous avez 30 ou 40 lignes téléphoniques branchées, de type écoutez, sur plusieurs dossiers, que vous avez plusieurs dossiers et plusieurs dizaines de fonctionnaires sous l'ordre, et que vous passez à rien d'un coup, alors que 3 mois avant, vous avez résolu une affaire de drogue et de faux monnayage, avec 15 kilos de résine de cannabis, 30 000 euros de faux billets, vous mettez sous les verrous 4 individus, et que vous avez rendu service à une cité entière qui respire le calme, enfin tout au moins, durant le temps d'incarcération de ces individus, et que vous passez à rien du tout, c'est se moquer du monde quand on traite les fonctionnaires comme ça. C'est les bafouer, c'est indigne de la hiérarchie. J'ai croisé dans ma vie des dizaines et des dizaines de flics bons à rien, mauvais, incompétents, feignants, tout, qui méritaient 1000 fois ce que j'ai vécu, enfin 1000 fois moins que ce que j'ai vécu, pardon. Et moi, qui me suis battu sur tous les fronts pour essayer de faire aboutir des dossiers avec des collègues qui en voulaient aussi. C'est triste à dire, mais c'est horrible. Et ça peut entraîner sur un suicide. Parce que si ma femme, demain matin, elle m'avait plaqué, je n'avais plus rien. Si tu n'as pas les tripes et si tu enfonces pas les portes, mais tu n'arrives à rien. C'est ce que je dénonce dans mon bouquin. Vous allez avoir une armée de 80 000 flics. Ce ne seront que des petits fonctionnaires. Ce n'est plus de la police. Ils ne résoudront plus d'enquêtes moyennes, de délinquance moyenne, au détriment des gens de peu. Les sans-dents, vous savez, les lépreux, enfin, je charrie pas les politiques, c'est assez difficile pour eux, mais des pauvres types, des pauvres gens, des gens simples, des gens bien, qui habitent dans les HLM. On a rendu service à des dizaines, moi, dans ma carrière, grâce à moi, grâce à des collègues, grâce à d'autres fonctionnaires, des flics, des vrais flics, on a rendu des dizaines et des centaines de services à ces gens-là, à des femmes seules qui étaient qui faisaient face à de la violence, à des problèmes de délinquance. Mais il fallait s'investir, il fallait planquer, ou alors il fallait aller chercher le type, des fois un petit peu borderline, parce qu'il fallait agir rapidement. Il fallait agir rapidement. Donc, au lieu de demander peut-être 1 ou 2 autorisations, on restait dans la légalité, mais bon, on faisait ça rapidement pour mettre fin au problème. Et pour mettre fin au problème, il faut des gens qui aillent de l'avant, il faut des gens avec du caractère, il faut des gens avec de la compétence, il faut des gens avec une certaine finesse, et puis des fois des gens avec un peu plus de brut de pomme.
des gens qui ont des tripes, pas de la mollesse, des gens qui obéissent tranquillement, qui font le petit travail pour lequel ils sont payés, qui tamponnent les petites procédures, qui ne mènent à rien, parce que y a un gros problème, il y a d'énormes problèmes maintenant au niveau de notre société, au niveau de la justice, au niveau de l'incarcération, au niveau du procès pénal, enfin, au niveau de la chaîne judiciaire. On est tombé dans du foutage de gueule. Enfin, on se moque de tout, on se moque de tout le monde. On est complètement... c'est lunaire ce qui arrive. On n'a pas de... on est dans les faux semblants. On est dans la communication. On est dans le pipeau. Les gens ne sont pas condamnés, alors on les convoque. Jugement. Alors, je sais pas, c'était mieux avant. C'était différent. Mais au moins, il y avait une cohérence. Enfin, restons cohérents. Quelqu'un qui est condamné à 4 ans de prison et qui fait 3 mois, ou celui qui fait 2 ans, condamné à 2 ans, qui fait pas de prison, ou celui qui est condamné à 6 mois, enfin, peu importe, moi, ça me regarde pas. Mais on lui donne rendez-vous au juge d'application des peines. Ce type-là sera convoqué ultérieurement. Il a déménagé. Il s'en va dans une autre région. Puis il fait appel. Le jour où on le trouve, 1 an plus tard, il fait appel de la décision. C'est reporté à 1 an après. On le retrouve pas. Il a changé de domicile. Et puis, ainsi de suite. Pour finalement, l'appel a été jugé. Il est condamné ou pas condamné. De nouveau rendez-vous au juge d'application des peines. Mais finalement, on met la main sur lui au bout de tant de temps. Et puis, on lui dit, on va aménager votre peine, vous allez faire ceci ou cela. Ok, puis il le fait pas. Et puis il rebelote. Et puis il s'en va. Mais ça court pendant 5, 6, 7 ans. Et pendant ce temps, donc la sanction n'a pas été effectuée. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui commettent d'autres infractions entre-temps. Plus grave. Beaucoup plus graves. J'ai souvenir d'un étranger en situation irrégulière qui a été pris, qui est un cambrioleur notoire, qui a été pris en flagrant délit plusieurs fois, qui n'a pas été jugé, qui a été relâché, et entre-temps il commet un viol pendant un nouveau cambriolage. Heureusement, l'ADN sort, il sera chopé plusieurs mois, plusieurs temps après. Mais entre-temps, il a fait un mal énorme, il a violé une personne. C'est pas n'importe quoi de violer quelqu'un. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la justice s'en fout un petit peu des victimes, de ce qui peut se passer dans la société ? Je ne jette pas la pierre à la justice. Pour la simple raison qu'elle obéit aux impératifs, au pouvoir politique et aux impératifs budgétaires, philosophiques et moraux qui lui ont été ordonnés. Et on a une justice de gauche extrême, on va dire, pour pas dire autre chose, qui fait du mal, mais globalement, elle marcherait beaucoup mieux si on lui donnait les moyens légitimes, normaux. Donc, il faut qu'ils naviguent eux aussi dans ce marasme moral important. Voilà. Et pour toi, aujourd'hui, pourquoi ce livre, justement, fait du bruit ? Et puis, demain, justement, il y a une jolie audition qui t'attend. C'est la première fois qu'un commandant de police en activité, à visage découvert, témoigne. C'est pas un livre sur moi, c'est un livre à partir de mon expérience. Ce cauchemar que j'ai vécu en 2015 et qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, qui se poursuit encore aujourd'hui. Et je pars de ça et puis je ruisselle un petit peu sur les problématiques rencontrées par l'investigation dans la police. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Ce n'est pas possible. Ça va péter. Quand ça va exploser, il y a que, je crois savoir, mais je sais pas. Mais il me semble qu'il n'y a plus que nous qui tenons un peu les piliers de la République. Si ça explose et que nous on explose, attention. Moi je crains le pire. Donc administratif omniprésent qui a pris le pas sur le judiciaire. On vire les flics. On veut que des administratifs dans l'esprit. Donc je donne des exemples, la gestion de la garde à vue, la gestion d'une garde à vue, C'est le collègue n'a plus le temps d'auditionner, donc il fait des auditions mais roboratives. Pourquoi ? Parce que on est sûr que ça mènera à rien.
Et alors, ce sont des enquêtes qui coûtent, pour un simple petit voleur de quoi que ce soit, il faut que le public le sache. Une enquête coûte entre 500 € et 1000 €. Ouais, quand même. Pour rien. Ça ne mène à rien. Il est relâché, il va voir un juge des enfants qui est débordé, qui le met en examen et puis il s'en va avec un éducateur ou il retourne à l'éducateur. Enfin bon, bref, il s'échappe 2 jours après, le lendemain, 1 heure après, 5 minutes après. Enfin bref, on est dans l'absurdité la plus complète. Et ça coûte 500 €. Je ne suis pas contre la présence de l'avocat. Je suis contre le fait que il vient, mais ça sert à rien. Et ça coûte un pognon fou. Mais à rien du tout. Tout ça est décortiqué. Simplement, hein, je ne suis qu'un petit commandant de police. Avec ses 35 ans d'expérience, à un moment donné, évidemment, je parle un petit peu de mon expérience. Mais c'est pas pour faire le guerrier, c'est pas pour faire le vieux soldat qui a tout vu, tout fait. Pas du tout. Je n'ai raconté que sur un chapitre ma carrière, la dizaine de services, les milliers de kilomètres que j'ai fait, et la gestion de plusieurs brigades, tout ça. Et je n'ai mis en exergue uniquement que les affaires marquantes. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qui se passe. Les 3 parties. Donc j'ai écrit ce bouquin pour dire à Paris, oh, il y a un souci. C'est la seule façon que j'ai. Alors maintenant, vous m'avez tellement écœuré, mais tellement écœuré, que je vais raconter un peu plus. Je vais vraiment expliquer ce qui se passe. Donc j'ai été suspendu. Depuis 4-5 jours. Pourquoi ? Parce que je vais être aussi auditionné maintenant par l'IGPN Paris. J'espère qu'ils ne vont pas m'entendre que sur la transgression de l'obligation de réserve, que j'ai transgressé, mais alors en toute connaissance de cause. Alors là, c'était fait exprès, ça a été stratégique. J'espère qu'ils vont s'interroger sur les manquements graves dont se sont rendus coupables la hiérarchie qui est en partie en place encore actuellement. Je ne vous parle pas de commissaires qui ont plombé des affaires aussi. Donc j'ai les preuves. J'ai encore des cartouches. Puis on dira, monsieur Cassio, quand même, vous avez transgressé. Mais bon, vous n'êtes pas loin de la retraite, là. Hein. Puis bon, vu votre parcours, c'est un beau flic, allez. Portez la retraite, hein. Au revoir, merci. La bise. Comme je dis à la fin dans mon livre, la bise au chien. Mais comme j'ai fait dans tous les dossiers, j'ai mis du cœur. J'ai essayé de mettre de l'intelligence. J'ai essayé de mettre quelques connaissances pour livrer au public la réalité du métier, tout en sachant que il n'y a pas tout. C'est La police m'a tué, donc aux éditions Encre Rouge, disponible partout. Même. Alors maintenant, c'est tout, c'est chez Amazon bien sûr, mais tu l'as là. Alors bon, c'est pas toute la France qui l'a, hein, mais la Flaque de Bordeaux, Culture à Mérignac, la Grande Librairie Mola à Bordeaux, et puis quelques librairies. Alors après, tu peux le commander par n'importe quel libraire ou à Paris, partout. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très fière de t'avoir reçu pour cette interview exclusive. J'espère te revoir très bientôt pour que tu nous racontes un petit peu la suite des événements. Mais je n'y manquerai pas, Sab. Je n'y manquerai pas. Et puis, on espère que tu vas vendre beaucoup, beaucoup de livres. Et puis, évidemment, on embrasse toute ta famille. Merci à toi, Sab. Merci à toi, en tout cas. Bise, en tout cas. Et merci de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé parler sincèrement, avec le cœur. Au revoir à tous. À bientôt. Ciao, les amis.